ça peut être extrêmement fâchant pour les acheteurs. J'ai des acheteurs qu'on a fait 47 visites, 17 offres d'achat avant de l'avoir. Là. Au podcast Les Réfléchis, animé par Gabriel Benoît, courtier immobilier, vous rencontrerez des invités de différentes sphères de l'entrepreneuriat qui vous parleront de leur parcours, de leurs échecs et de leurs succès pour vous aider à affiner vos propres méthodes de développement personnel et professionnel. Bienvenue à l'épisode 6 du podcast Les Réfléchis. Aujourd'hui, je suis avec Martin Benoît, mon grand frère. Salut Marty. Salut Gabi. Ça va? Ça va toi? Oui, merci d'être là. Merci de venir parler de ton expertise comme entrepreneur depuis une décennie. Plus ou moins une décennie, oui. Ouais. Exact. Puis on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Je t'attaque avec une question. Vas-y. Ça va faire plus que 10 ans que tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quel conseil que tu donnerais à des gens qui veulent se partir en affaires? Il y a plusieurs conseils qui peuvent être donnés. Si je fais un petit retour super rapide sur le parcours que j'ai fait, précédemment, j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie à l'Université de Sherbrooke. Puis après ça, j'ai eu l'occasion de rentrer dans une école secondaire pour faire la gestion du sport-études au niveau de la préparation physique. Donc, tout ce qui avait trait à la préparation physique. Donc là, c'est un petit peu là que mon entité s'est créée. Comme je te dis, il y a beaucoup de conseils qu'on peut donner parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Autant au niveau de la comptabilité, autant au niveau de la fiscalité, autant sur ta façon d'être, ta façon de faire les choses. Puis souvent, on se lance en entrepreneuriat, puis on pense savoir certaines choses jusqu'à temps qu'on constate qu'on ne sait pas grand-chose. Puis encore aujourd'hui, tu parlais comme quoi ça fait une décennie et plus. C'est beau, c'est un gros chiffre. Mais encore aujourd'hui, j'apprends énormément. Puis je pense que c'est le moteur qui fait en sorte qu'on peut évoluer dans une entreprise. C'est vraiment le désir d'apprendre, le désir autant de t'entourer des bonnes personnes, autant d'aller chercher cette information-là. Puis je pense qu'il y a plusieurs moyens qui existent pour aller chercher l'information, autant à travers les livres. Aujourd'hui, on a un accès au podcast, on a accès à plein d'informations super pertinentes. Bien qu'il y ait plusieurs conseils que, évidemment, je pourrais donner, je pense que la première des choses, c'est d'être un bon étudiant. Puis d'avoir une ouverture d'esprit sur, OK, je connais pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qui est peut-être déjà passé par le parcours que moi je veux entreprendre, que je veux développer, que je veux exploiter? Comment je peux me connecter avec ces personnes-là pour ultimement avancer plus vite dans le processus. Puis, autant on parle de personnes que de livres. Puis, parfois, tu vas lire un livre, puis j'écoutais Jim Rohn, un audio récemment, puis qui disait « Lisez. » Des fois, un seul livre va vous faire économiser 5 ans. Donc, puis aujourd'hui encore là, tu me connais, là, je veux dire, j'adore lire. Puis pour moi, c'est une des meilleures façons qui correspond à ma façon d'apprendre parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans ses affaires, j'ai besoin de calme, je veux pas de distraction. Donc, pour moi, ça a toujours été une excellente façon d'apprendre. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça. Puis ces gens-là, il y en a qui ont eu énormément de succès. On parlait de 10 ans, mais il y en a qui ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis qui ont eu d'autres expériences. Donc, de s'asseoir, puis de discuter avec ces personnes-là pour aller chercher ces informations-là, autant au niveau de la façon de faire les choses, la façon d'être, la façon d'évoluer dans le processus. Mais tout ça fait en sorte que tu peux accélérer ton processus de croissance ou simplement stagner pendant un certain temps ou partir sur des mauvaises bases. Donc, je pense que c'est important de diriger les bonnes fondations pour que, après ça, tu peux construire ce que tu veux construire à la hauteur que tu souhaites le construire. Puis, le fait justement de lire, c'est pas pour tout le monde par contre, parce qu'il faut que tu sois très autodidacte pour être capable de lire un livre puis d'appliquer ces conseils-là. Je me rappelle que moi, à l'université, j'avais un livre. J'avais un livre. Là, OK, j'aimais ça, ça me prenait. À chaque fois que je commençais à lire, je lisais 3 pages, puis finalement, je suis pas capable. Puis là, je te disais, Marc, en plus, c'est en anglais, je trouve ça dur, j'ai de la misère à lire, je suis pas capable de saisir l'information correctement. Là, je recommençais, je prenais un livre en français, je réussissais à passer à travers, puis là, j'ai fait, attends une minute, là, il y a une mine d'or là-dedans, tu sais. Mais
ça m'a pris, je sais pas combien de lectures et de livres pour me dire, je suis capable d'absorber puis de comprendre l'information qui est à l'intérieur d'un livre. Puis, moi, je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais ton conseil, finalement, c'est d'aller chercher l'information auprès des bonnes sources. Donc, soit les personnes ou soit l'information que tu as à disposition, comme des livres ou des podcasts. Oui, pour moi, ça serait d'être un étudiant. Mm-hmm. Un étudiant de comment je peux bien faire les choses. Puis ça, c'est un peu mon mantra. Ma partner, Marie, elle me dit toujours ça. Martin dit tout le temps comment bien faire les choses. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Je veux comprendre comment bien faire les choses. Puis, tu sais, tantôt, je partageais comment faire, notre façon d'être, notre façon de faire les choses. Mais à travers les livres ou à travers ces mentors-là, peu importe la forme, c'est qu'on peut apprendre aussi à se connaître soi-même. Puis je pense que la base de tout entrepreneur, en tout cas pour ma vision à moi, c'est OK, est-ce que je me connais? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? C'est quoi que je veux réellement? Ou est-ce que c'est subi par une influence externe? Puis à partir du moment que tu définis clairement, OK, voici ma vision, voici mes valeurs, voici les principes, voici comment que je veux agir avec les gens. Mais il y a la règle d'or qui s'applique, puis la règle d'or, c'est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas te faire faire. T'sais. Donc, en grandissant soi-même, puis en érigeant justement ces fondations-là solides à l'intérieur de toi, puis en travaillant sur ce que tu veux vraiment partager aux gens, mais c'est à partir de là que je pense que tu peux vraiment avoir du succès. Puis ça n'empêche pas que si tu le fais pas, tu n'auras pas de succès. Là, c'est pas ça du tout. Mais la conscience de soi, la connaissance de soi permet de réagir de différentes façons à des situations. Puis en tant qu'entrepreneur, des situations, on va en avoir. Puis, on fait le même métier, puis on sait que il y a une balle courbe qui peut arriver de n'importe où. Là, t'sais. Donc, autant qu'il faut être compétent, mais autant qu'il faut avoir des qualités humaines pour être orienté vers des solutions. Mais ça, il faut avoir des outils, il faut avoir un bagage. Puis ce bagage-là, mais je crois que, comme je te partageais, d'être un étudiant, mais tu peux aller le chercher partout. Puis plus que ton coffre à outils est fort, plus que justement tu peux attraper la balle courbe, puis te remettre sur tes pieds rapidement. Puis j'ai vraiment l'impression que, en tout cas pour ma part, au niveau de l'entrepreneuriat, plus que j'ai commencé à investir sur moi, plus que ma business a suivi et a continué à grossir. Donc, toute l'information que j'appliquais envers moi, en voulant devenir une personne plus complète, plus instruite, mais c'est tous des apprentissages que je pouvais emmener dans le domaine de l'entrepreneuriat qui a fait en sorte que je devenais un courtier qui était plus compétent. Non nécessairement que je faisais juste regarder des trucs d'immobilier, mais plein de livres à différents sujets par rapport au niveau de la communication, par exemple. Moi puis toi, je pense qu'on est très fan du livre de Dale Carnegie, Comment influencer les autres et se faire des amis. Mais tu vois, ce livre-là, qui parle pas du tout d'immobilier, a fait en sorte qu'aujourd'hui, le côté entrepreneuriat que j'ai a été beaucoup plus développé juste à cause de ce livre-là. T'aurais-tu un livre en particulier que tu dirais qui a vraiment marqué un livre? Là. Je sais que t'en as lu énormément, mais si t'avais un livre à suggérer aux gens qui nous écoutent. C'est vraiment drôle que tu me poses la question, puis c'est vraiment drôle que tu parles de Dale Carnegie. T'as pas le droit de dire lui, là. Non, mais on a reçu à la maison à manger, puis dans le fond, c'est ma belle-mère, puis son copain. Puis il m'a demandé, OK, as-tu un bon livre? Puis j'avais ma bibliothèque en avant. Puis le livre que j'y ai remis, c'est Dale Carnegie. Ouais. Puis c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a vraiment d'excellents ouvrages. Moi, j'aime beaucoup les vieux, pas les vieux auteurs, mais tu sais, les auteurs, c'est des vieux auteurs. Les auteurs un petit peu plus loin dans le temps. Moi, j'ai beaucoup aimé Napoleon Hill. Réfléchir et devenir riche. Ouais, mais moi, c'est pas lui qui m'a marqué le plus. Moi, c'est les 17 principes de succès. Je pense pas qu'il l'a en français. Mais si je te nomme quelques points, c'est comment développer une belle personnalité, comment développer son enthousiasme, comment faire en sorte que, là c'est un petit peu ésotérique, mais l'univers travaille pour toi. Tu sais, c'est plein de choses comme ça. C'est vraiment 17 points super intéressants. Puis autant que je constatais que il y avait des choses qui étaient super intéressantes, dont entre autres, il parlait de PMA, puis dans le fond, il présentait, il y a une médaille. Du côté de la médaille, il y a le côté positif, de l'autre côté de la médaille, le côté négatif. Puis comment faire en sorte que ce soit le positif. Mm-hmm. Fait que ça, c'était un des principes. À ma mémoire, c'était peut-être le principe 6. Là. Mais ce livre-là, pour moi, était marquant parce que c'était vraiment 17 règles que
autant qu'il y en a que je dis, hey, ça, je le contrôle bien, ça me représente bien. Autant de l'autre côté, exemple, l'enthousiasme. On en parlait tantôt avant de commencer. Je suis quelqu'un qui est quand même introverti. Je suis plus intime quand que je parle. Tu sais, j'aime pas nécessairement être le centre de l'attraction, bien que j'aime parler avec les gens. Mais pour moi, ça, c'était comme une façon de l'exploiter, là, tu comprends? OK. Fait que, Tu parlais de souper à la maison Mhm. que tu as reçu à ta belle-mère. Est-ce que tu réussis à trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle? Parce que je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas la même réalité. Ouais. Tu as 2 enfants, ta blonde. Ouais. Comment que tu pourrais conseiller ou bien partager tes expériences avec l'équilibre entre l'entrepreneuriat et ta vie personnelle? Parce que j'ai l'impression que, en fait, je suis sûr, côté entrepreneuriat, l'équilibre est difficile à atteindre. T'sais. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est déstabilisé, à moins que tu fais une gestion de priorité qui fait que, mais encore là, tu peux dire samedi, je travaille pas, je ne suis pas disponible, puis tu vas avoir une urgence à gérer. Ton équilibre elle vient de chavirer. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? C'est un bon défi. C'est un bon défi. Ça va faire près de 2 ans que je pratique en courtage. Puis, on a eu de multiples discussions. Des belles, des plus mouvementées. Mais c'est correct parce que à chaque fois, ce que je souligne de ces discussions-là, puis c'est un peu vers là que je vais répondre à ta question, c'est qu'il y a une communication. Puis une communication dirigée vers les solutions. Puis bien que vous savez que quand il y a une discussion de 2 personnes, puis on partage pas le même point, mais ça peut se diriger dans diverses directions. Aujourd'hui, j'arrive à un point où est-ce que tu dis le mot équilibre, puis le mot équilibre pour moi, tu sais, je pense que c'est sorti un bon point. Priorité, gestion des priorités. Je pense qu'on a plusieurs balles dans nos mains. Hein? On a le travail, on a la famille, on a les amis, la santé, on a plein de choses. Puis il y a certaines balles qui rebondissent, il y a certaines balles qui sont en vite. Puis, exemple, la balle de la famille, si tu l'échappes à terre, ça se peut qu'elle brise. Donc pour moi, depuis le début, puis même j'en parlais avec mes coachs, qui m'ont coaché à travers le processus, cette balle-là, pour moi, c'est une priorité. Donc, moi, j'ai eu l'enjeu de dire, mais hey, je suis en start-up, je veux développer ma business, je veux grow, je veux avoir une croissance, et je veux pas oublier ma famille. Puis, je suis arrivé en COVID, avec les offres multiples, puis bon, tout Bienvenue dans le monde. Ben, c'est ça. Ils m'ont accueilli. On dit, Martin, je te mets dans l'œil de la tornade. Non, c'est pas vrai. Je pense que l'œil de la tornade, c'est là que c'est le plus calme. Mais, tu sais, ils m'ont vraiment mis dans la tornade. Puis, j'ai comme fait, OK, parfait, excellent. Je suis rentré dedans. Fait que, je me souviens au début, là, j'avais été marqué. Je pense que j'avais travaillé 46 jours d'affilée. Mais, tu sais, pour moi, c'était pas une habitude. Tu sais, moi, j'étais entrepreneur, mais je travaillais avec un horaire plus fixe. Donc, à travers tout ça, évidemment, il a fallu beaucoup de transparence, beaucoup de vulnérabilité sur comment tu vois ça, comment moi je vois ça, comment ensemble on peut trouver un chemin pour qu'on puisse mener à bien ce projet-là, parce que Marie est entrepreneur de sa compagnie, puis mais moi je suis plus sujet aux urgences qu'elle. Donc, comment faire en sorte que nos 2 jeunes enfants, 4 ans, 3 ans, que j'adore, que je veux passer du temps, puis tu sais, là, Hugo est derrière la caméra, vous êtes mes 2 frères, tu sais, comment je peux faire pour passer du temps avec mes frères, avec mes enfants, voir mes amis, voir mes parents, voir les gens que j'aime, tout en disant, mais je suis en start-up, puis ma business, c'est ma priorité. Fait que là, des fois, il y avait des petits, il y avait des frictions, puis c'est correct, puis je pense que justement, l'idée là-dedans, c'est de dire, bon, mais de mettre la transparence, puis les 4 sur table, ben, tu te sens comme ça, je me sens comme ça, ensemble, parce que c'est notre projet commun, parce que ce projet-là, je le fais pas juste pour moi. Je le fais pas juste pour dire, hey, je veux avoir la plus grande business, je veux faire X nombre d'argent. On a tous nos objectifs qui nous appartiennent, mais moi, je le fais pour la famille. Je le fais parce que ensemble, ma conjointe et moi, on va avancer vers une direction. Puis cette direction-là, mais m'appartient pas juste à moi. Donc, c'est ensemble, comment qu'on peut faire pour avancer, pour avoir cet objectif-là. Donc, l'idée de grandeur est importante, mais l'idée de grandeur est partagée. Elle est partagée à travers mon entreprise, à travers son entreprise, puis quelqu'un qui n'aurait peut-être pas une entreprise, une partenaire avec une entreprise, mais il y aurait ces discussions-là, à mon avis, qui seraient importantes à faire. OK, mais
toi, je sais que tu peux être disponible pour les enfants à tel moment. Moi, je suis indisponible ou je peux l'être indisponible à certains moments. Puis c'est même arrivé qu'il a fallu que je dise, ben, pas qu'il a fallu, j'ai choisi littéralement, je ne travaille plus les samedis. Puis là, ces temps-ci, je travaille un peu les samedis. mais on est arrivé à une entente où est-ce que, justement, l'équilibre, exemple, quand on est sur l'heure du souper, à moins que je sois en gestion d'offres, mais de 5 à 7, c'est en famille. Puis le cellulaire, je le laisse là-bas. Puis oui, c'est un défi, parce que des fois, tu es en gestion active. Puis c'est un peu ça, nous autres, on est en urgence souvent. C'est ça, on a un bout de chemin à faire, puis on a un bout de chemin à prendre. Mais c'est sûr, c'est sûr que de belles discussions franches, honnêtes, orientées vers les solutions, c'est ce qui mène, je pense, au succès, tout ça. Puis fort probablement qu'il va y avoir d'autres discussions, parce que je contrôle pas le flux de ce qui rentre, de ce qu'il y a à faire, puis les demandes de mes clients, puis moi, j'en fais un mot d'ordre que je vais être disponible pour les gens que j'aide, parce que c'est la raison pour laquelle que je le fais. Donc, ouais, c'est un petit peu ça. La communication serait ta réponse, finalement, avec ta partenaire de vie. Oui. Parce que sinon, ben, c'est facile de juste faire en sorte, surtout que Marie, elle a également sa business. Ouais. Elle pourrait, elle, s'investir vraiment beaucoup, puis toi, de ton côté, il faut que tu t'investisses avec la famille, mais des fois, c'est vice-versa, puis vous échangez ça justement pour trouver un équilibre que tu peux développer ta business, elle peut développer également sa business, puis vous devez donner du temps de qualité à vos enfants, puis être présent. Fait que le point que tu as dit de 5 à 7, pas de téléphone, je pense que c'est une belle solution pour dire que tu es présent, parce que tu vas devoir travailler après 7 heures, tu sais. Puis ça va arriver, puis tu vas te faire rappeler, puis tu vas te le faire dire. On n'a pas le choix, on ne le contrôle pas. Si tu as un délai d'offre qui termine à 9 heures, puis tu n'as pas été capable de parler à ta cliente de ta journée, mais ça se peut qu'à 8 heures, il faut que tu gères l'appel, ou bien à 7 heures. Tu sais. Ça se peut qu'à 6 heures, je l'appelle parce que je suis dans une gestion importante et urgente. Mm-hmm. Donc, oui, communication avec la partenaire et mais orienté vers les solutions, orienté vers la compréhension, vers la collaboration. On avance ensemble. Puis, est-ce qu'on est en train de s'écarter vers où qu'on veut se diriger? Puis si oui, mais comment qu'on peut le ramener? T'sais? Puis tu vois, tu as dit quelque chose que je trouve intéressant. Tu as parlé de solutions. J'avais un mentor au début quand j'ai commencé comme courtier. Puis souvent, il me disait OK, c'est quoi la solution? Parce qu'on va gérer des problèmes tout le temps. C'est ça qu'on fait. On gère. Ben, tu peux gérer du beau, mais tu peux gérer également des problèmes. Puis la solution, qu'est-ce qu'il disait? C'est OK, on se met en mode solution, on fait quoi? Il faut qu'on trouve une solution. Exact. Puis quand on se mettait dans ce mode solution-là, ça faisait en sorte que ça allait bien, finalement. T'sais. On était capable de réussir à passer à travers ça. Puis, le fait que tu aies changé de métier puis que tu sois rendu en immobilier, qu'est-ce qui te stimule de ça? Qu'est-ce qui te stimule? Puis, tu sais, on en a vraiment jamais... On en a déjà parlé, mais là, je suis curieux de savoir en profondeur, finalement, qu'est-ce qui te stimule de faire le métier de courtier? Parce que c'est vraiment pas la même chose que tu faisais auparavant. Non, c'est très différent. C'est très différent, mais il y a beaucoup de similitudes aussi. Puis probablement que ces similitudes-là font en sorte que j'adore aussi ce que je fais présentement. Je le verrai en 2 temps. Il y a eu comme le processus à arriver d'être courtier. Tantôt tu le partageais, bon, j'aime apprendre. Puis pour moi, c'était un défi d'apprendre quelque chose de nouveau. À la perfection. Ouais, non, c'est mon côté bleu, là. Mais j'avais envie, tu sais, ça faisait plusieurs années que j'étais dans le domaine de la préparation physique. Bon, j'étais rendu à un point où est-ce que je sentais que j'avais fait vraiment une belle contribution. Puis, tu sais, j'ai reçu beaucoup d'amour dans le processus, mais j'avais l'impression que, j'avais fait le tour du jardin, puis c'était le temps de passer à autre chose. Je pense que j'avais 32, 33. C'est le temps, là. Tu sais, si je veux le faire, c'est le temps. Donc, pour moi, c'était le défi d'apprendre quelque chose de nouveau, puis de vraiment réussir dans le processus de, OK, là, je vais apprendre quelque chose de nouveau, mais je veux m'impliquer à 2000%. Tu sais, je veux être, si je me lance, mais je veux être plus que compétent. Tu comprends? Puis là, j'ai réalisé que, on fait nos cours, puis c'est beau, tu as des belles notes, tu le fais de la bonne façon, puis tu arrives sur le marché, puis tu dis, OK, il y a tellement de choses à apprendre aujourd'hui. On n'a rien appris à l'école, finalement. Non, mais oui, mais ça, c'est une chose, tu sais, mais si je peux faire un petit aparté, une petite parenthèse, le fait que j'ai pris vraiment au sérieux mes études, quand je suis arrivé dans le marché qui était un tourbillon, j'avais quand même, tu sais, tantôt on parlait de fondation, là, mais je me sentais solide.
je me sentais solide, je sentais que j'avais les outils pour faire face à ça, bien qu'il y avait plein de petites nuances que je connaissais pas. Mais je comprenais vraiment, je pense, qu'il était essentiel. Puis je pense que ce qui a fait en sorte que j'ai pu connaître un beau départ comme ça, c'est justement cette structure-là. Mais c'est juste une petite parenthèse. Donc, initialement, la première partie, c'était vraiment le désir d'apprendre, le désir de me dire, hey, je peux le faire, puis je peux le faire de la meilleure façon qui soit. Parfait, c'est un check, j'ai réussi, good. Puis là, je suis arrivé sur le marché. Puis l'idée, c'était ultimement de dire, bon, parce que tu sais, on en avait parlé, je fais une petite anecdote, là, je reviens dans le temps. Je travaillais à l'école, puis j'allais souvent travailler au petit café à côté. Puis tu venais me rejoindre. Puis là, je constatais, là, je regardais, okay, ça a l'air cool ce qu'il fait, tu sais, il y a du temps, ok. Là, moi, Il y a du temps? Du temps? Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'avais la possibilité de dire. Gérer mon temps. Ben, de gérer ton temps, mais de choisir où tu allais travailler. Ce que moi, j'avais ce bloc de, mettons, 2 heures là, je me souviens pas précisément c'était combien, puis dire, OK, mais moi, je retourne travailler parce que c'est mon horaire, tu sais, tandis que toi, je te voyais, tu pouvais aller à gauche, à droite, puis organiser un peu ton horaire. Fait que ce désir d'avoir de la liberté de temps, ou de la liberté, tu sais, à travers ça, il y avait la liberté financière qui s'est présentée aussi. C'est sûr que pour moi, avant même de vouloir commencer, puis quand la petite graine s'est installée dans ma tête, j'ai fait ben, j'ai le droit moi aussi. J'aurais le droit à ça, tu sais. Donc cette réflexion-là, le cours étant fait, belle réussite, rentre dans le domaine. Mais là, aujourd'hui, ce qui me stimule particulièrement, c'est de dire je peux aider les gens. Puis c'est ce qui faisait en sorte que à l'école, j'aimais vraiment ce que je faisais. Je pense que c'était au niveau, mettons, les connaissances, c'était plus nécessairement ce qui m'intéressait d'apprendre. J'ai toujours aimé aider les gens. J'ai toujours aimé savoir que cette personne-là, j'ai eu une influence positive, une belle impact, tu sais. Puis je le sentais chaque jour, tu sais, j'avais beaucoup, tu sais, tantôt je te disais, j'avais beaucoup d'amour à l'école, puis aujourd'hui je l'ai, mais à plus petite dose. Par contre, à plus petite dose signifie pas que l'impact est moins bon. Parce que c'est souvent des choix très importants. Tu sais, c'est des étapes importantes dans une vie. Fait que je sens vraiment que que je joue un rôle important dans des étapes importantes de la vie des gens. Puis aujourd'hui, je pense que c'est vraiment là que je vais chercher mon fuel, là, mettons. J'ai dit mettons quelques fois. Mais c'est ça. Je pense qu'ultimement, c'est de faire une différence positive dans la vie des gens, de recevoir par après le feedback, de dire Martin, tu nous as réellement aidé, de favoriser notre engagement vers la réalisation de cet objectif-là. Tu as été présent, tu as été à l'écoute, puis tu as fait une différence positive. C'est un petit peu ça ta question? Oui? Ben, en fait, oui, je comprends ce que tu veux dire par rapport au stimuli qui t'a motivé à faire ça aujourd'hui. Puis je pense que nous, comme courtiers, si c'est ça ton core, que je pourrais dire, la raison première de pourquoi tu fais ce métier-là, il te manquera jamais d'ouvrage. Ça, c'est mon avis à moi. Puis si tu mets de l'avant tes qualités humaines, si tu mets de l'avant ton écoute, ton savoir, puis de vouloir vraiment aider les gens, ben je pense que c'est tout à ton honneur de faire l'immobilier parce que finalement, on n'a pas nécessairement toujours eu une bonne image, nous, les courtiers immobiliers. Puis je pense que quand tu l'approches de cette façon-là, finalement, ben, tu le fais pour les bonnes raisons, puis il te manquera, comme que je dis, jamais d'ouvrage. Tu sais. Puis ça va arriver aussi des situations qui sont stressantes en immobilier. Oui. Comment que tu gères ça? En fait, je vais reposer ma question du genre, dans l'éventualité que tu fais face à des situations stressantes, comment que tu gères ton stress? Comment je le gère? Aujourd'hui, je le gère d'une façon, je l'ai géré d'autres façons. Si tu me permets, là, je vais commencer au début où est-ce que justement j'étais dans la tempête. Rapidement, j'ai voulu être autonome. Rapidement, j'ai voulu être indépendant dans mes démarches. Donc, rapidement, j'ai voulu prendre la responsabilité de la croissance de mon entreprise. Donc, je suis quelqu'un qui fait ses choses souvent tout seul, puis tu sais, tout seul. Puis, tu sais, tantôt je parlais de mentor, puis tout ça, tu sais, puis pour moi, c'est pour ça que j'utilise souvent les livres, c'est parce que souvent j'aime ça être dans ma bulle. Donc, l'idée là-dedans, c'est que j'ai fait les façons de la meilleure façon que je pouvais le faire au moment avec les connaissances que j'avais. Puis parfois, j'oubliais des petites nuances que je savais pas encore.
Puis, ça a généré chez moi beaucoup de stress. Ça a généré, tu sais, mettons, de dire, OK, là, est-ce que la transaction va tomber? Tu sais, parce que les gens comptent sur moi. Tu sais, on parle de la bonne intention. La bonne intention d'aider les gens, des fois, c'est pas suffisant. Puis, j'accepte pas de pas être compétent, tu comprends? Donc, ça, c'est mon côté beaucoup perfectionniste. Perfectionniste, ça a des bons côtés parce que, tu sais, je suis très méthodique, je suis très minutieux, tout ça. C'est sûr que, bon, il y a des choses qu'on peut contrôler, puis il y a certaines choses qu'on peut pas contrôler. Puis ça je l'ai appris. Donc, aujourd'hui, je te dirais que j'ai beaucoup de lâcher prise parce que d'un, j'ai augmenté les situations où est-ce que j'ai fait face à des nouveautés. Donc, j'ai un bagage encore plus complet. Donc, si je pouvais qualifier je suis plus compétent que je l'étais. Puis, j'espère l'être encore plus les prochaines fois. Puis, on en apprend tout le temps en immobilier. Ben, c'est ça. De toute façon, c'est tout le temps des situations différentes. Exact. Puis, tu sais, il y a beaucoup un travail sur soi, tu sais, un travail de dire, bon, telle situation est arrivée. Est-ce que je l'ai fait dans le meilleur de mes connaissances? Est-ce que je pouvais l'aider autrement? Si oui, mais de reconnaître, OK, ben écoutez, monsieur, madame, il est arrivé telle situation. Tu sais, d'être vulnérable. Tu sais, tantôt on parlait de vulnérabilité. Pour moi, c'est super important. Puis bien que des gens ne veulent pas se mettre dans une position où est-ce qu'ils sont vulnérables, pour moi, c'est hyper important parce que la vulnérabilité, je te fais un exemple, quand tu partages quelque chose avec quelqu'un, puis tu partages une portion de toi, tu sais, mais cette personne-là va dire, ah, elle est prête à partager ça avec moi, mais je vais en donner un petit peu plus. Puis c'est souvent de cette façon-là que je crée la relation avec les gens dans ma vie, tu sais, les amis, les clients. Tu sais, j'aime plus dire des partenaires d'affaires ou, mettons, ce que j'ai pu faire à l'école. Mais c'est ça. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand que je gère le stress, mais plus que tu es compétent, moins que tu as de surprises, puis plus que tu es capable de gérer tes émotions par rapport à une situation, puis de lâcher prise, mais je pense que plus que là, tu arrives à OK, voici la situation que je fais face. On parlait de solutions tantôt. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qui s'offre à nous? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire en sorte que je sers mon client de la meilleure façon qu'il soit? Là, je parle de la relation avec les clients, mais tu sais, des fois, le stress provient d'ailleurs. Puis, dans le fond, c'est ça. Orienter vers, OK, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant qui est en mon pouvoir, qui est contrôlable pour que je puisse avancer dans la direction ou notre direction que moi et les gens que j'aide, on veut atteindre. Puis, je suis d'accord sur le fait que plus que tu es structuré, moins que tu vis du stress. Parce que, mettons, quand je prends pour ma part, quand j'ai commencé il y a 5 ans, t'établis ta structure. Ta structure, t'as peaufines tout le temps. Encore aujourd'hui, après 5 ans, je peaufine ma structure d'entreprise. Exact. Mais plus que j'ai marqué, que j'ai mis sur papier, puis que j'ai mis en pratique ma structure d'entreprise, plus que mon stress diminue. J'ai commencé l'immobilier, j'ai perdu 15 livres après 1 an. Parce que j'étais trop stressé. Puis là, je dormais pas le soir, je rêvais à ça, puis là, t'es tout le temps assujetti à l'erreur est ta faute, finalement. S'il y a quelque chose, c'est toi, tu sais. Mais plus que j'ai mis en place ma structure, puis j'ai établi comment j'allais travailler, ben mon stress au fil des années, il a juste fait ça. J'en vis encore, là, comme n'importe quel entrepreneur en général, pas parce que c'est juste l'immobilier, mais au moins, je suis beaucoup plus outillé dans des situations stressantes, puis je suis capable de me dire, je sais que ça, je l'ai fait parce que j'ai une structure, tu sais. Fait que je suis vraiment de l'avis que si tu mets de l'avant ta structure puis que tu travailles, ben la gestion de ton stress va faire en sorte que, justement, je pense que ça va qu'elle va diminuer. Puis, est-ce que si tu avais un conseil à donner à un courtier qui commence pour réussir, parce que je qualifie que tu réussis très bien, qu'est-ce que tu dirais? Bonne question. J'ai plusieurs choses que j'aimerais dire. Je crois que une chose qui pourrait être très, très, très importante, c'est de t'entourer de quelqu'un, pas nécessairement que tu admires, mais qui peut t'aider à grandir de la bonne façon. Puis tantôt, on parlait de diriger les fondations, là. À partir du moment que ta structure d'entreprise est faite, puis que tu es capable que toutes les compétences que tu as développées, du moins pour arriver au stade du démarrage d'entreprise, sont là, entoure-toi de gens qui ont eu les succès que toi, tu voulais avoir. Discute avec eux.
Je reviens encore avec le concept de vulnérabilité. Sois vulnérable de dire, je le sais pas. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Puis, à partir de là, construis. Construis ce que tu veux construire à la hauteur que tu veux le construire. Là. Puis, je pense que je donnerais possiblement le même conseil, parce que qu'est-ce que moi j'ai fait? Je regardais qui réussissait, comment qu'il le faisait. Je vais faire la même chose. Puis je vais l'optimiser à mon image après, tu sais. Exact. Oui. Mais je regardais les gens qui avaient le plus de succès, puis je les analysais. Puis je lisais. Tu sais, moi, j'ai un mentor que j'apprécie beaucoup, puis ça, je t'en ai toujours parlé. Ouais. Ryan Sheeran aux États-Unis, qui est courtier, qui s'est rendu. C'est énorme, qu'est-ce qu'il fait. Exact. Mais lui, il disait que quand que tu commences ta carrière, tu es encore 3 ans à l'école une fois que tu as ton permis. Tu sais. Puis ça m'est rentré, puis j'ai fait comme c'est vrai. Tu es toujours en situation d'apprentissage. Je peux pas arriver dans le lendemain et faire comme hey, c'est facile l'immobilier, je vais faire des sous. Tu sais. Ouais. C'est pas mal plus que ça. Fait que je me suis toujours. J'ai regardé ce que les gens ici au Québec, puis les grands courtiers faisaient, puis en m'inspirant de ce qu'ils ont fait, mais je pense que c'est comme ça que j'ai trouvé mon identité, puis que ça continue à grossir. Fait. C'est pour ça que tu réussis comme ça. Ouais, c'est pour ça. puis j'aimerais qu'on embarque dans un petit segment à part suite à ces questions-là que je t'ai posées du marché actuellement, parce que je reçois beaucoup de questions. Les gens, ils me semblent un peu perdus de comment ça se passe actuellement sur le marché. J'avais le goût qu'on discute ensemble de c'est quoi les comportements que tu vois qui ont changé depuis l'augmentation des taux d'intérêt. Parce que les acheteurs se comportent différemment, puis les vendeurs aussi se comportent. Puis je pense que tu as eu des situations récemment qu'on pourrait partager puis discuter par rapport à... C'est quoi les impacts, finalement? Je pense que le premier impact, c'est que les gens, c'est pour répondre à ta première question des acheteurs, les gens sont plus prudents. Donc, je pense qu'ils vont prendre le temps de sélectionner la maison qui souhaitent acquérir. Ils peuvent prendre le temps. C'est ça. Ils prennent parce que c'est possible maintenant. C'est que les propriétés restent un petit peu plus longtemps sur le marché pour les diverses raisons socio-économiques. Donc, l'impact, c'est sûr que je crois, à ma connaissance, qu'on est encore dans un marché de vendeurs qui tend vers un marché équilibré, tranquillement, du moins plus qu'avant, plus qu'en COVID, ce qui fait en sorte qu'il y a un pouvoir qui est accordé aux acheteurs. Moi, les dernières transactions que j'ai faites avec les acheteurs, mais souvent, le prix final, on a fini en dessous du prix qui était demandé. Ce qu'on n'était pas habitué de voir depuis les 3 dernières années. Exactement. Mais tu sais, ça, faut le prendre en considération aussi. Les prix sont plus hauts. Donc, tu sais, c'est sûr que les prix, si on vient 3 ans en arrière, ça a monté d'une façon fulgurante. Mais depuis la dernière hausse des prix, mais tu sais, les prix sont encore élevés. Fait que je crois que c'est quand même plus facile de négocier. Par contre, ce qui est important, je crois que quand tu représentes un acheteur, pour bien le représenter, mais c'est de comprendre réellement le marché du secteur où, par exemple, quelqu'un qui souhaite acheter, par exemple, à Mascouche, où est-ce que je vis, il cherche tel type de propriété dans tel secteur, mais moi, j'ai le devoir quand même, en tant que courtier, de faire une étude de marché pour voir c'est quoi les comparables vendus. Donc, savoir au niveau des valeurs contributives de la maison. Donc, le fait de faire cet exercice-là, mais c'est qu'on sait dans un secteur donné, bien que les taux sont plus élevés, bien qu'il y ait des incertitudes au niveau du marché, mais écoute, ça se vend présentement, ça. Puis je pense que c'est une des premières choses qu'on peut faire pour son client, c'est de bien l'informer sur voici le marché. Après ça, comment que le taux se dirige, si tu es capable ou non de payer la propriété, ça t'appartient avec ton courtier ou les marcheurs spécialistes hypothécaires. Vous regarderez ça ensemble, ça c'est pas notre expertise. Mais ayant ces données-là en main, puis si tu es prêt à aller de l'avant, parce qu'on sait c'est ça la valeur, mais là, je pense qu'il y a un bon pas de fait, tu comprends? Fait que je pense qu'on peut aider les gens de cette façon-là, si c'est un petit peu ça ta question. Oui, ça répond vraiment bien. Puis en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que le taux d'intérêt qui augmente comme ça fait en sorte que le comportement des acheteurs et des vendeurs change. Puis nous, on doit s'ajuster en fonction de ça. Tu sais, la façon qu'on fait l'immobilier là est différente que la façon qu'on faisait l'immobilier 1 an, juste en termes de transactions immobilières, parce que avant, tu arrivais, puis tu étais 17, puis il fallait que tu réussisses à bien conseiller ton client. Ce qui était difficile, dans le terme que tu sais pas combien d'offres il va y avoir, c'est quoi les prix, y a-t-il quelqu'un qui doit absolument se loger? Fait que c'est plein de facteurs qu'on a plus ou moins de contrôle. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a plus le contrôle qu'on l'avait. On l'a peut-être pas à 100%. J'ai encore fait des visites récemment, puis il y avait 6 offres d'achat sur les propriétés. Mais ça reste que je pense qu'on peut
mieux nous positionner dans une transaction qu'on pouvait le faire il y a 1 an, que tu sois côté acheteur. Puis j'ai l'impression que les vendeurs, quand que tu affiches encore à bon prix, sont encore dans une situation très, très, très favorable pour eux. Tu sais. Ouais. Fait que c'était ça un petit peu le but de la question. C'est effectivement des bons points. Puis j'ajouterais un élément qui semble vouloir glisser de ma tête, mais je vais le ramener. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu partages comme quoi qu'il y a 1 an, le marché n'était pas le même, ça c'est vrai. Puis ce que j'apprécie de ce marché-là, c'est que, étant donné que c'est moins la folie, mais on a le temps de discuter avec, exemple, si on est courtier collaborateur, avec le courtier vendeur, puis de s'assurer que les termes de la transaction, tu sais, on n'est pas poussé en vitesse. Donc, autant qu'avec les clients, il n'y a pas une éducation super rapide, il y a une éducation qui doit être faite, puis qui a toujours été faite, mais que, on peut prendre un peu plus de temps pour en discuter, vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir, puis je peux vous apporter encore plus de précision, puis parce que j'ai parlé davantage avec le courtier vendeur, parce qu'il m'a accordé du temps, ce qu'avant, peut-être, j'avais pas le temps, tu comprends? Fait que là, je pense qu'il y a comme une relation, ce qui avant était beaucoup la relation courtier-acheteur et son client, puis il y avait comme l'autre partie, mais là, j'ai l'impression qu'il y a comme un tout qui se réinstalle, puis peut-être que la collaboration. La collaboration est meilleure. En tout cas, ce que je semble constater. Là. Mais c'est parce qu'avant, il y avait 17 courtiers qui faisaient un offre, c'était difficile de créer quelque chose avec la personne puis savoir réellement. Finalement, c'était les enchères qui l'emportaient. Puis ça peut être extrêmement fâchant pour les acheteurs. J'ai des acheteurs qu'on a fait 47 visites, 17 offres d'achat avant de l'avoir. Là. Mais en voulant dire qu'aujourd'hui, on va vivre moins ça, mais je pense que le plafond de prix, il est encore haut, puis je m'attends, je peux pas, j'ai pas de boule de cristal, mais je m'attends pas que ça descende de façon fulgurante. J'ai hâte de voir dans 1 an, on va et tout. Je voulais te remercier d'être venu aujourd'hui puis de me partager. Il y a beaucoup de choses que malgré qu'on a déjà discuté ensemble que ça fait du bien à entendre encore. Fait que merci parce que je finis là-dessus sur quelque chose d'un petit peu plus inquiétant, mais ça t'a ajouté le modèle que j'ai regardé, c'était toi. Fait que c'est beau aujourd'hui de voir que on fait le même métier ensemble puis qu'on peut s'aider là-dedans. Fait que, merci, Gabi. Merci d'être là aujourd'hui puis un prochain épisode dans 2 semaines.